Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas de la puissance iranienne au niveau balistique et aussi aérien. Allez, c'est parti. Au-delà du développement des capacités des deux marines de Téhéran, y compris celui spectaculaire des porte-drones auxiliaires, l'Iran dispose d'une réelle stratégie de développement de ses capacités aériennes. Ces dernières sont pluridimensionnelles. L'attention s'est historiquement portée sur les systèmes de missiles balistiques de portée moyenne et intermédiaire, susceptibles d'être mis à profit en cas de franchissement du seuil nucléaire, mais cela tend à déconsidérer les efforts entrepris tant pour moderniser la force aérienne que pour mettre au point des systèmes plus innovants, comme les OWAUAV, les One Wake Attack Unmanned Aerial Vehicle. L'expérience de la force aérienne iranienne s'est forgée dans un double défi. D'une part, une montée en puissance appuyée sur l'aide américaine, aide qui a été évidemment interrompue avec la Révolution. Si des F-14 ont été reçus à ce moment, comme deux B-747 de ravitaillement en vol, il n'est plus question de recevoir les 300 F-16 et les 7 AWACS de détection aérienne avancée espérés. Or, avec la Révolution, s'interrompent aussi les flux de formation et de pièces détachées, sans compter que nombre de pilotes et de techniciens qui ont été en contact avec les Américains sont considérés comme susceptibles d'être fidèles au Shah et sont emprisonnés au moins un temps. Tout aussi problématique, la coopération avec les États-Unis cesse alors que la transformation du système de gestion logistique en cours d'informatisation va provoquer le chaos. Les Iraniens parviendront néanmoins à l'utiliser à partir de 1984 et à optimiser leur gestion des rechanges. D'autre part, la guerre Iran-Irak elle-même met la nouvelle force aérienne iranienne à rude épreuve face à un Irak bien équipé en chasseurs, mais surtout en défense aérienne. Ainsi, 60% des pertes de Téhéran leur sont imputables, contre 30% à la chasse, 7% aux accidents et 3% à des attaques au sol. Les pertes mutuelles sont bien réelles, mais tournent à l'avantage de l'Iran et montre l'importance des systèmes avancés comme le F-14 et ses missiles Phoenix qui peuvent servir d'AWACS de substitution. Téhéran sera capable de mener des raids dans la profondeur irakienne et s'engagera dans la guerre des tankers, mais il sera aussi forcé de se cantonner à une posture défensive plus la guerre durera. La crainte de l'attrition motive une posture plus prudente dès le milieu de la guerre. Téhéran peut cependant soutenir jusqu'à 120 sorties quotidiennes, avec de 60 à 80 appareils opérationnels en permanence. C'est aussi en 1985 que la force aérienne des gardiens de la Révolution est mise en place, et peu à peu, elle sera dotée de capacités propres, qui seront surtout centrées sur la mise en œuvre de missiles balistiques et des capacités stratégiques. Pour les forces régulières, après la guerre, la conservation des capacités se couple à des achats effectués en Chine, comme le F-7, et en URSS avec les MiG-29 et Sukhoi 24. En 1991, l'Irak envoie plus de 120 appareils, incluant 24 Mirage F1, 24 Sukhoi 24, 4 MiG-29, 44 Sukhoi 20 et 22, mais aussi un IL-26 Adan de détection aérienne avancée. Ces appareils, dont certains sont intégrés aux forces iraniennes, seront finalement reversés à l'Irak en juin 2014, sans que l'on connaisse vraiment leur état opérationnel. Les Iraniens indiquent les avoir modifiés pour y intégrer leur armement. Mais ces différentes évolutions de la stratégie des moyens sont aussi dangereuses. Téhéran se retrouve à multiplier ses sources d'approvisionnement en appareils, qui plus est dans un contexte de sanctions. En l'occurrence, l'Iran développe également ses aptitudes au maintien en conditions opérationnelles suffisamment pour lui permettre d'envisager une industrialisation des logistiques de rétro-ingénierie de pièces, mais surtout d'armement. En matière d'aviation, le bilan est maigre. 3 designs nationaux sont issus du F-5, le Kowars, qui est la version biplace, l'Azarkash, qui semble surtout être un F-5 reconstruit, et le Saquesh, version la plus aisément identifiable, avec 2 dérives inclinées et manifestement une cellule virtuellement identique à celle du F-5. Un Squash 2 biplace a été évoqué, mais jamais observé. Moins de 20 appareils, tout type, rétro-ingénierie confondue, auraient été construits ou reconstruits.
Le KR monoplace, biréacteur ultra compact et furtif, présenté en 2013, a suscité plus de doutes que de données recueillies en vol, puisqu'il n'a jamais volé. Au bilan donc, le salut de la force aérienne iranienne est moins à attendre du constructeur national HESA que d'achats à l'étranger. Encore faut-il les relativiser. La possibilité d'une livraison de Sukhoi 35 par la Russie, en compensation de celle de drones et de OWA-UAV à Moscou, ne porte que sur 24 appareils et doit être concrétisée. Faut-il en déduire que la puissance aérienne iranienne est condamnée à l'effondrement, vieillissement de l'essentiel de sa flotte de combat faisant? Une lecture orthodoxe inclinerait à une réponse affirmative. Mais le fait est que l'Iran a rapidement compris que le déclin de sa force aérienne était inéluctable et qu'il a mis en place une stratégie aérienne à proprement parler d'alternative. En effet, toute armée est conçue pour générer une gamme d'effets plus ou moins large et qu'un moyen, l'avion de combat, soit généralement considéré comme permettant d'obtenir ces effets ne signifie pas qu'il soit la seule solution. En l'occurrence, la stratégie intégrale iranienne a rapidement misé sur le développement de systèmes balistiques et de croisières. En ce sens, la stratégie retenue est plus qu'aérienne, centrée sur une hybridation entre espace solide, via la mainmise au sol par l'intermédiaire de proxys plus ou moins proches de la force Algol des gardiens de la Révolution, et un espace fluide par le développement des capacités balistiques. En ce qui concerne ces derniers, les résultats vus comme les plus spectaculaires par les analystes et le politique ne sont pas nécessairement les plus stratégiquement significatifs. Ainsi, si le développement d'engins comme le Shahab 3 et ses variantes, les Slagid et les Farj 3 à carburant solide, l'Ashura ou encore le Koramasa Char, la variante locale du Musadan nord-coréen, a été observé de près en fonction de leur rôle potentiel dans la stratégie nucléaire iranienne. Des engins de plus courte portée ont également été conçus. Petite parenthèse, je suis désolé si j'écorche les noms, je vous mets le nom à côté de chaque missile pour retrouver sur internet. Et encore une fois, désolé de l'écorchement. En l'occurrence, la famille des Shahab 2, Fateh 110 et Fateh 313, des Kiam, des Folzakan, Dezfoul et Kazem a de réelles implications. Ils ont ainsi été utilisés à plusieurs reprises. Le 8 janvier 2020, les bases aériennes Assad-Ad en Irak et celles d'Erbil au Kurdistan irakien, où sont stationnées des forces américaines, sont visées par 11 à 16 missiles en représailles à l'élimination 5 jours plus tôt du général Qassem Soleimani, responsable de la division Algol des gardiens de la Révolution. Des Fateh 110 ont également été livrés à d'autres entités qui ont été utilisées par les Houthis comme le Burkan H2. Ces derniers avaient mis la main sur des stocks de SS-21 de l'armée yéménite, mais il apparaît évident dès 2017 que l'Iran fournit une série de systèmes aux irréguliers. Elles vont rapidement comprendre des tirs combinés ou non d'OWA-UAV, de missiles de croisière anti-navires et surtout de missiles balistiques anti-navires ASBM et des tentatives d'abordage et de capture. Le 3 décembre 2023, 3 bâtiments sont touchés, l'Unity Explorer, le Number 9 et l'AOM Sophie 2. Le Mahersh Ngozi est touché le 30 décembre. Le Sintra est touché le 11 janvier 2024 et le Swam Atlantique une semaine plus tard. Le 15 janvier, le vraguier Gibraltar Eagle devient le premier navire au monde dont l'attaque par un engin balistique anti-navire est confirmée. Le lendemain, l'US Navy détruit 4 missiles balistiques anti-navires, mais un autre atteint le varguier Zographia. La ZEV, dérivée du Fatah 313, le perce à proximité de la proue, en son milieu avec un angle de 45 degrés environ, sans le couler. Le 24 janvier, 3 missiles balistiques anti-navires sont lancés contre le MV Mahersh D3. 2 jours plus tard, le Marlin Luanda est touché. Un autre missile est tiré le 31 janvier et est intercepté. L'essentiel des attaques, des tentatives d'attaque et de survol de drones se produit à proximité immédiate de Djibouti. Comme on le constate, les actions des Houthis se poursuivent après le déclenchement de la campagne aérienne américano-britannique lancée le 12 janvier. Entre le début de leur action et le 31 décembre 2023, 28 attaques de missiles anti-navires ou d'OWA-UAV sont lancées.
13 font mouche mais sans couler de navire et 15 sont ratés, qu'elles soient ou non interceptées. Certes, le nombre de bâtiments affectés à la mission restera limité durant cette première phase aiguë des opérations, se limitant au USS Garnet et Gravelay et au HMS Diamond. Le Languedoc abat quant à lui 3 drones avant d'être relevé par l'Alsace. Si sur le plan tactique, les performances des SM-6 et autres Aster français sont soulignées, mais aussi l'importance des défenses terminales dont sont totalement dépourvus les bâtiments français, et ça c'est un souci, le résultat stratégique est une redirection du trafic maritime vers le Cap Horn, ce qui implique de franchir entre Singapour et Rotterdam 1800 nautiques en 36 jours contre 500 nautiques en 26 jours par les détroits de Bab el-Mandeb. Avec des moyens aérobalistiques relativement limités, l'Iran aura été en mesure de poser un sévère problème aux lignes de communication maritime, sans payer le prix qu'aurait eu un blocus du détroit d'Osmuz, mais qui représente le scénario historique par sa marine ou celle des gardiens de la Révolution. L'action par procuration s'avère donc efficace, d'autant plus qu'elle se double d'action contre Israël par drones et missiles balistiques interposés. Évidemment, ces dernières ne changent pas la donne de la guerre de l'État hébreu, mais elles permettent de faire consommer des munitions et plus significativement de faire poindre le risque d'un embrasement régional tout en permettant de renforcer la position de l'Iran à l'international. Stratégiquement parlant, le coup est donc très bien joué, d'autant plus que ce n'est pas le seul. Des attaques au moyen des capacités aériennes iraniennes mises en œuvre par des proxys visent des bases aériennes. Les 18 octobre et 20 novembre 2023 et 20 janvier 2024 en Irak contre la base d'Al-Assad, drones et missiles balistiques, le 18 octobre et le 1er novembre contre Al-Tanif en Syrie, le 8 novembre et le 25 décembre contre la base aérienne irakienne d'Al-Ari, en novembre et en janvier contre des positions américaines en Syrie, le 2 janvier en Jordanie, à coups de drone, 3 soldats américains vont y perdre la vie et 47 seront blessés. Là aussi, l'Iran est préservé. Les actions de représailles américaines culminent le 2 février avec un raid de 2 B-1B partis des États-Unis contre des positions en Syrie et en Irak, et aussi dernièrement au Yémen avec des B-2. Là aussi, Téhéran apparaît comme le grand gagnant. D'une part, les actions américaines sont en représailles, se situant certes dans le déclaratoire, mais si elles dégradent sans doute une partie des capacités des groupes pro-iraniens, qu'elles soient d'ailleurs au Yémen comme en Syrie ou en Irak, c'est sans aboutir à une liquidation en bonne et due forme de la mosaïque de ces groupes. Surtout, ces groupes sont nés et ont évolué dans un environnement hostile, tout en bénéficiant d'un encadrement des gardiens de la Révolution, qui ont passé les 33 dernières années à observer les modes opératoires américains. Autrement dit, ils sont naturellement aptes aux actions C3D2, covert, camouflage, coalement, déception, dénial, qui vont œuvrer à limiter les dégâts causés par les frappes aériennes. D'autre part, les actions américaines ont pour effet de renforcer le prestige des groupes affiliés à l'Iran, mais aussi d'agacer l'Irak, qui est devenu un terrain de jeu d'influence privilégié de l'Iran. La poursuite des actions américaines amplifie ce mouvement, le gouvernement irakien oscillant entre volonté, déjà exprimée en 2020, de faire partir les forces américaines encore présentes, reproches faits à Washington et considération du fait qu'un désengagement américain laisserait le champ totalement libre à l'Iran. Il n'en demeure pas moins que la position américaine dans la région est considérablement fragilisée. Finalement, c'est un jeu de force bien plus complexe et délicat qu'on pourrait le penser qui se joue. Pour preuve, quelques jours avant les raids américains du 2 février, le groupe irakien pro-iranien, accusé d'être derrière les attaques du 28 janvier, a annoncé suspendre ses actions. On peut y voir un effet de dissuasion découlant des raids américains contre des groupes houthistes et anticipant une riposte américaine directe. Mais la réalité est sans doute plus complexe. Il s'agit d'aller toujours un peu plus loin avant de rétracter pour garantir sa survie. À ce jeu, l'Iran garde la main. Elle peut s'appuyer sur de nombreux groupes plus ou moins proches partout dans la région qui sont prêts à jouer sa partition tout en bénéficiant d'une stratégie des moyens aériens particulièrement originale. Comme l'Ukraine sans marine, qui produit des effets navals, Téhéran
avec une force aérienne vieillissante, produit des effets stratégiques importants avec des moyens aériens loin d'être sophistiqués. De quoi méditer sur la notion de puissance. Alors, vous aurez sans doute remarqué, je n'ai pas parlé des attaques de l'Iran contre l'État hébreu avec les missiles balistiques. Ce n'était pas vraiment la vidéo pour, et puis de toute façon, nous n'avons pas assez d'informations pour savoir combien de missiles ont été interceptés, l'efficacité du bouclier, etc. Ça, j'attendrai d'avoir des infos supplémentaires et fiables avant de faire une vraie vidéo dessus. Mais c'était pour vous donner un ordre d'idée sur l'histoire effectivement de l'Iran et son développement balistique et son importance stratégique dans la région. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.